Alors, le Bangladesh, donc je vous avais parlé de deux tout petits pays et de deux grands pays. Ici, le Bangladesh, donc qui fait la même taille que le Tadjikistan de tout à l'heure, donc à peu près 140 000 km², donc un quart de la France, mais 170 millions d'habitants, donc un pays très, très densément peuplé, qui est un pays essentiellement de plaines alluviales. Hein. Vous avez le Brahmapoutre et le Gange qui s'y rejoignent et qui font un delta. Vous avez ici sur la carte le Gange sur la gauche. Alors c'est un peu déroutant parce que le Gange, ils l'appellent Padma, qui veut dire le lotus, et le Brahmapoutre, ils l'appellent Yamuna, qui est en Inde une autre rivière sacrée qui passe à Agra. Donc c'est un peu à s'y perdre, mais bon, c'est le Gange et le Brahmapoutre qui se rejoignent un peu au sud de Dhaka et puis forment le delta du Gange et du Brahmapoutre qui est à cheval en fait sur l'Inde et sur le Bangladesh. Donc essentiellement, c'est un pays de plaine avec l'exception de la frontière birmane sur la droite à l'est, donc puisque le Bangladesh, en fait, au sud, vous avez donc le golfe du Bengale. Quasiment sur tout le tour, vous avez l'Inde, donc le Bengale occidental sur la partie basse. Au-dessus, vous avez les différents États ce qu'ils appellent les Seven Sisters de l'Inde, donc du nord-est de l'Inde. Et puis, tout en bas, au-delà de Chittagong, là, vous avez la frontière avec la Birmanie. Et donc, le long de cette frontière, vous avez de la basse montagne ou des hautes collines, comme vous voulez, et donc, mais tout le reste du pays est de la plaine. Alors, c'est un pays qu'on connaît en gros uniquement pour des points négatifs, enfin, ou pas très positifs, disons, essentiellement pour sa surpopulation, sa pauvreté, ses cyclones, il y en a encore un en ce moment, ses catastrophes de ferries, etc. Un peu aussi maintenant pour son industrie textile, mais dont, si vous dites à quelqu'un je vais au Bangladesh cet hiver, tout le monde va vous dire mais qu'est-ce qu'il y a à voir au Bangladesh? Et en réalité, il y a pas mal de choses à voir qui sont totalement méconnues. Alors, si vous voulez aller dans un pays où vous ne verrez pas de touristes, les seuls touristes que je crois que j'y suis allé 6 ou 7 fois, je ne sais plus, les seuls touristes que j'ai jamais rencontrés là-bas, ce sont des diplomates qui vivent à Dakar ou des hommes d'affaires qui viennent pour quelques jours et qui visitent un ou deux trucs. Mais c'est tout ce que j'ai rencontré comme tourisme. Alors, si vous voulez vraiment un pays où on peut être complètement en dehors du monde du tourisme, ça, c'est le pays rêvé. Bon, ça se mérite aussi, hein, parce que tout n'y est pas facile. La population à 90% musulmane est d'une très grande amabilité. Ils sont très curieux. Bon, ils viennent toujours, ils veulent faire des photos avec vous, discuter avec vous, etc. Dès qu'on est dans des villages et tout ça, on a des troupeaux de gens, d'enfants, mais pas que d'enfants, qui viennent autour de nous et toujours très, très curieux, vraiment des gens très, très agréables. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir au Bangladesh? Bon, il y a sa grouillante capitale Dhaka, hein, qui est peut-être la ville la plus densément peuplée du monde. Enfin, je ne saurais pas vous dire maintenant combien de millions d'habitants il y a à Dhaka, mais enfin, c'est absolument dément. Et en contrepartie, enfin, ou en corrélation, on a une circulation qui est aussi absolument démente. Donc, au Bangladesh, pardon, on sait quand on part, on sait rarement quand est-ce qu'on arrive. Bon, ce qui ne vaut pas dans les campagnes en dehors, mais enfin, on a quand même pas mal d'endroits qui sont assez difficiles pour la circulation. Les routes sont dans l'ensemble assez mauvaises également parce que à cause des moussons chaque année qui détruisent beaucoup puisque c'est un pays plat. Donc, près de Dhaka, on verra une ancienne capitale avec quelques anciens bâtiments qui s'appelle Sonargaon, que vous voyez indiqué ici. À Dhaka, on visitera le musée, puis les bâtiments et temples les plus importants, dont un temple hindou, une mosquée chiite, la majorité étant sunnite hein, au Bangladesh. Et puis on prendra un ferry en fait de Dhaka. On prendra vraiment un ferry local. Donc ces immenses bateaux que vous avez sûrement déjà vus dans des reportages. Alors ce sont des bateaux qu'on prend la nuit, donc on arrive le soir vers 18 ou 19 heures.
Et puis, vous verrez l'activité dans le port. Vous avez des dizaines de ces énormes rafios qui attendent les passagers pour partir. C'est quelque chose que moi, je n'ai vu nulle part ailleurs, vraiment très impressionnant. On passe la nuit sur ce bateau et puis on arrive, on descend de, je ne sais plus, quelque chose comme 250 km vers Barissal, que vous voyez plus bas, et où on accoste le matin. On descendra du bateau en général vers 6h30, quelque chose comme ça. Et de là, on ira dans un village à la campagne, passer la journée, se balader à pied en rickshaw et voir tout simplement comment vit un village à la campagne, les pêcheurs, les activités des paysans, etc. On mangera chez l'habitant. Et c'est assez passionnant parce que là, on est vraiment immergé dans un village complètement lambda du Bangladesh, ce que peu de gens ont l'occasion de faire. Donc, on passera la journée ici, on dormira dans un hôtel à Comilla, autrefois, pas à Comilla, à Barissal. Les premiers voyages, on dormait chez l'habitant, enfin, c'était quand même très spartiate. Donc, au dernier voyage qu'on a fait, on est allé à l'hôtel et c'est quand même préférable. Et le lendemain, donc, on descend sur Bagherat, ici, que vous voyez, qui est une ancienne ville du Moyen-Âge, donc avec tout un tas de mosquées. Il reste à peu près que les mosquées de l'époque, c'est de la deuxième moitié du XVe siècle, dont la mosquée dite aux 60 dômes, qui en a en réalité 77, mais bon, elle s'appelle Sheikh Gumbaz, qui veut dire les 60 dômes. Et donc, on verra ces différentes mosquées, on se baladera un petit peu et on continuera sur Mongla, qui est à l'embouchure, si vous voulez, des Sundarbans. Et donc, le lendemain matin, on prendra un bateau, alors moins confortable que celui dont je vous parlais tout à l'heure pour Komodo. Enfin, ça va, c'est propre, c'est plus basique, mais enfin, c'est tout à fait correct. Et là, on passe une journée et demie de navigation. Donc, on descend jusqu'au golfe du Bengale. Et on fera quelques arrêts, on essaiera de voir de la nature en cours de route. Donc les Sundarbans, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toute une zone, là encore classée au patrimoine mondial de l'humanité, à cheval sur l'Inde et sur le Bangladesh, et qui est une grande réserve de tigres. Alors, moi j'y suis allé un certain nombre de fois, je n'ai jamais vu de tigre. Je connais quelqu'un qui n'y est allé qu'une fois, qui s'appelle Hervé Tribolaspierre, et qui a vu un tigre, preuve à l'appui, j'ai vu sa vidéo. Donc bon, il est possible de voir des tigres, mais enfin, sachez que c'est quand même très improbable. Hervé avait eu beaucoup de chance cette fois-là. Et donc, on voit des martins pêcheurs des différentes couleurs qui sont magnifiques. Il m'est arrivé de voir des hiboux, des aigrettes, des cervidés, etc. Donc, on voit tout un tas d'animaux. Et on n'est pas uniquement sur le bateau. Par moment, on descend le bateau trimballe une chaloupe avec lui, puis on descend dans la chaloupe à plusieurs reprises pour s'enfoncer dans les arroyos, essayer de surprendre un peu de la faune et puis de voir un peu l'ambiance. Donc ça, c'est une journée et demie. Et de là, on remonte sur Khulna, puis Kustia, que vous voyez donc au niveau du Gange ici. À Kustia, on verra une des maisons de Rabindranath Tagore, donc, prix Nobel de littérature en 1913, si je ne m'abuse. Donc, un des grands auteurs indiens, qui était un Bengali, en fait. Donc là, aujourd'hui, Kustia, c'est au Bangladesh, mais évidemment, à l'époque, c'était l'Inde. Oui, parce que le Bangladesh, tout le monde ne le sait pas toujours, en fait, faisait partie donc, du Raj britannique, donc, qui comprenait également la Birmanie, donc outre l'Inde et le Pakistan. Et au moment de l'indépendance, donc en 1947, il y a une partition de fait sur une base religieuse. Donc, l'Inde est restée ce qu'est l'Inde, et le Pakistan est devenu la partie à majorité musulmane, avec ce qui est aujourd'hui le Bangladesh et ce qui est aujourd'hui le Pakistan. Donc, on avait Pakistan occidental, donc le Pakistan, et le Pakistan oriental, qui est devenu en 1971, donc 24 années plus tard, une république indépendante suite à une guerre avec le Pakistan, parce qu'ils en avaient marre d'être sous le joug des Pakistanais qui étaient à 2000 km d'écart, puisqu'entre les deux, on avait l'Inde. Donc, ils sont indépendants après une guerre d'indépendance très sanglante. Ils sont indépendants aujourd'hui depuis 52 ans
du Pakistan. Donc, de Kushtia, on monte sur un très bel endroit qui s'appelle Putia. On a d'anciens temples hindous. Encore une fois, on n'a pas que de l'islam hein, dans l'histoire, et on va le voir plus haut. Des petits temples hindous des 18 et 19e siècles. Et Rajshahi, on verra également une mosquée. On fera un aller-retour près de la frontière indienne. On voit ici un petit aller-retour jusqu'à une ville qui s'appelle Gore ou Shahbazpur. On verra aussi des mosquées de pierre de l'époque moyenâgeuse. Et de là, on monte sur Paharpur. Alors, troisième religion après l'hindouisme et l'islam. Paharpur est un immense, là encore classé au patrimoine mondial de l'humanité, un immense monastère bouddhiste qui date du 8e siècle. Donc, on verra les ruines, si possible, le musée, s'il est ouvert. Il y a un petit musée, mais alors les heures d'ouverture là-bas, c'est très fonctionnaire, donc c'est pas toujours ouvert, où il y a de belles pièces aussi. Et puis, donc ça, c'est un site très impressionnant de briques, Paharpur, un ancien monastère bouddhiste, qui était le plus grand de toute l'Asie du Sud, je crois, Paharpur, enfin, qui s'appelait Somapura Vihara, de son vrai nom. Paharpur, c'est le nom actuel. Et de là, on monte sur Dinajpur, où on a, pas très loin de Dinajpur, on a, vous voyez, Kantanagar, qui est un temple absolument magnifique, un temple hindou, cette fois-ci, du XVIIIe siècle, avec des reliefs de terre cuite. Sur la page d'après, on verra une photo d'une finesse extraordinaire. C'est magnifique, une très grande variété de bas, voire hauts reliefs taillés dans la brique. C'est splendide. On redescend après sur Bogra. Donc, tout ça, au passage, on passe par des petits villages où on verra des mosquées de villages qui sont souvent des 15e, 16e, 17e siècle, des mosquées soit de terre cuite, comme celle qu'on voit sur la photo ici derrière, qui est la mosquée Soura, un peu avant Bogra, soit de pierre, comme la mosquée Kusumba, mais enfin, c'est très joli, et puis très cosy, enfin, elles sont toutes petites, ces mosquées, c'est des mosquées de village, mais qui ont 5, 6 siècles souvent d'existence. De Bogra, on traverse le Brahmapoutre pour arriver à Tangail. On verra une autre petite mosquée, la mosquée Atiya. Il y a aussi une photo, je crois, sur la page d'après. Mymensingh ensuite, où je ne suis jamais allé parce qu'on a changé l'itinéraire ici, parce qu'on avait une étape qui durait, qui était infaisable. Donc, on a fini par rajouter une journée et puis changer un peu l'itinéraire. Donc là, on verra un Rajbari. Les Rajbari, c'est les anciens palais des riches, des princes ou des riches propriétaires terriens. C'était souvent les mêmes d'ailleurs. Et puis la vieille ville de Mymensingh, qui est aussi une des grandes villes du Bangladesh. Et de là, on va sur la zone est, donc nord-ouest nord-est du pays, avec Sri Mongol, qui est une zone de plantation de thé, où on fera une balade dans une petite forêt tôt le matin, en espérant voir les gibbons de Houlok, qui sont des gibbons. Il y en a plusieurs colonies qui vivent dans cette petite forêt. Alors, on les voit ou on ne les voit pas. On les entend quasiment toujours. Parfois, on les voit, parfois, on ne les voit pas. Mais c'est un animal aujourd'hui très rare. Et puis, on montera sur Sylhet, donc une autre grande ville, et jusqu'à la frontière indienne avec Tamabil, qui est le poste frontière, et puis Jaflang, où on a, si on arrive à temps pour le coucher du soleil, un spectacle magnifique sur la rivière avec des transports de pirogues, de gravier et de sable dans des pirogues, tout ça dans une lumière orange et dans la brume, c'est splendide. Et de là, on redescend de Sylhet, on prendra un train pour redescendre à Comilla, d'où la voie ferroviaire que vous voyez tracée ici. Donc toute cette partie longe la frontière indienne. Et puis à Comilla, on verra un autre ancien monastère bouddhiste également du 8e siècle. De Comilla, on descend sur Chittagong. Alors Chittagong, c'est la partie sur la côte. Hein. Sur la carte, on ne comprend pas forcément. On a l'impression que Chittagong est à droite. Donc Chittagong est le point gauche, donc sur la côte, qui est la deuxième ville du pays, un port immense. Et puis Bandarban, qui est sur la droite, dans les collines justement, où là, un peu comme je vous disais au Tadjikistan, on change complètement d'ethnie. Donc au Bangladesh, de Chittagong, je vous disais, on redescend sur, désolé pour cette interruption, hein, ça a coupé, ça arrive souvent ici, on descend sur Cox's Bazar, qui est le grand lieu de villégiature des Bangladais, des Bengalis.
qui est une longue plage de 120 km où vous verrez un coucher de soleil assez beau. Et puis on ira faire une balade sur l'île de Maheshkali, qui est une île de pêcheurs avec des temples, des monastères bouddhistes, parce qu'on a pas mal de bouddhistes dans le coin. Vous verrez des temples qui ressemblent beaucoup aux temples de Birmanie. Et de Cox's Bazar, donc on reprend un vol pour rentrer sur Dhaka. Donc là encore, comme pour le Tadjikistan, c'est un voyage extrêmement complet qu'on peut faire. On peut voir le pays dans sa quasi-intégralité en raison de la faible taille de ce pays. Voilà.